Sur cette annonce faite, vous allez le voir, de Moscou ce matin. La prise de la ville de Kourakove dans la région de Donetsk sur le front Est, coup dur pour les Ukrainiens qui depuis plusieurs semaines peinent à contrer les offensives russes. Une avancée qui met d'ailleurs en péril un autre point stratégique pour les livraisons d'armes, pour les hommes, pour le matériel. Des défenses de Kiev, cette fois dans la ville de Pokrov, située à quelques kilomètres. Magali Barthès, en fait, c'est une dynamique que l'on redoutait, que l'on craignait depuis plusieurs semaines maintenant. Ça fait 2 mois quand même que les Russes tentent de prendre cette ville de Kourakove parce qu'évidemment, ils ont Pokrovsk, qu'on voit bien en ligne de mire, et à terme, évidemment, la prise de l'ensemble de l'oblast de Donetsk. Ce qui est pour Vladimir Poutine, évidemment, capital. Alors, on voit que ce grignotage, il s'accélère. Il a été plus important cette année que l'année précédente. Les Russes gagnent du terrain, c'est très net. Et ils sont évidemment lancés dans une course contre la montre avant le 20 janvier, avant l'arrivée de Donald Trump. Ce qui est intéressant, c'est que Kourakove, c'est quand même pas n'importe quelle ville. On a une trentaine de kilomètres au sud de Pokrovsk. Il y a une centrale d'électricité, une centrale à charbon, qui est dans cette ville, qui est importante, qui a été manifestement endommagée aussi par les combats. Il y a du lithium dans le sous-sol de Kourakove. Donc c'est une ville qui avait 22 000 habitants avant le début de la guerre. C'est pas une ville majeure, mais quand même, il y a des ressources dans le sous-sol. Et on n'est pas très loin de Pokrovsk, qui est quand même ce nœud logistique qui est important pour l'armée ukrainienne. La question en fait que l'on se pose, c'est après la prise de Kourakove, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les Ukrainiens, comme le disent les Russes, vont réussir à véritablement bloquer cette avancée accélérée? Est-ce que l'avancée russe va s'accélérer encore? Parce qu'en fait, ces lignes de défense qui étaient là depuis 2014 de la part de l'Ukraine ont été dépassées maintenant par les Russes. Et le problème, c'est qu'elles n'arrivent pas à se reconstituer suffisamment vite face à la progression russe. Donc, est-ce que après Kourakove, c'est un boulevard vers la prise de tout le Donbass? C'est ce que semblent dire les Russes, c'est ce qu'en tous les cas, ce qu'espère Poutine, et c'est le vrai danger aujourd'hui pour Zelensky, à 2 semaines maintenant de l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Vous partagez cette inquiétude sur cette avancée russe. On verra avec vous, Général, sur ces lignes de défense qui disparaissent petit à petit, parce que oui, il y a une course contre la montre pour Moscou également. Pour Zelensky, on le verra tout à l'heure, mais pour Moscou, récupérer le maximum de terrain et tenir peut-être le seul objectif qu'avait fixé dans cette guerre Poutine, récupérer l'entièreté du Donbass. Moi, je pense, oui, c'est très inquiétant. En même temps, ce que Mme Barthès disait tout à l'heure, c'est que c'est du grignotage. Il n'y a pas eu c'est pas une avancée, sauf que je pense que l'équilibre des forces fait en sorte que les Ukrainiens arrivent difficilement à contenir cette poussée russe, d'où probablement, je ne veux pas tout de suite débaucher le sujet qui viendra après, mais d'où, à mon avis, la contre-offensive à Koursk pour essayer de détourner l'attention des Russes. Et peut-être de rassurer les alliés aussi. Rassurer les alliés. Et ce qui me fascine, c'est qu'on n'entend plus parler du tout des Nord-Coréens. Est-ce qu'ils sont encore là? Est-ce qu'ils sont disparus? Alors vous allez les voir, on a exhumé une séquence avec des soldats nord-coréens et ils sont bien là dans la région de Koursk aux côtés des soldats russes et notamment en première ligne. Général, ces défenses ukrainiennes qui cèdent peu à peu, est-ce qu'il en reste encore d'ailleurs? Il est difficile de le dire. Vous avez montré des reportages ces dernières semaines sur des lignes qui étaient construites par du personnel civil, mais où il n'y avait pas de soldats. C'est ça. Donc on revient au problème des ressources humaines. Comment voulez-vous armer des lignes défensives sur des centaines de kilomètres? Là, vous avez une seconde ligne qui devrait s'installer quand on regarde la carte de Pokrovsk à Kourakove. Il faudrait la mettre à en gros 20-30 kilomètres derrière. Si déjà les points de clé sont tombés, notamment Pokrovsk, qui risque quand même de tomber d'ici, je ne dis pas quelques jours, parce qu'on a l'expérience maintenant, quelques semaines, mais qui est un objectif très clair. On ne voit pas très clair et stratégique, visiblement. Et stratégique, aussi, oui, parce que vous avez la E50 qui va jusqu'à Dnipro, à 150-180 km à l'ouest. Donc en fait, c'est la route vers le Dniepr, et indirectement aussi à partir de Kourakove, même si ce n'est pas des routes à grande circulation, vous avez un axe est-ouest qui va à Saporidja. Donc, vous avez quand même... Et là, vous rejoignez un autre front, en plus. Oui, je pense, ces forces qui sont à Kourakove ne vont pas monter vers Pokrovsk. Aucun intérêt, les forces y sont déjà. Elles vont pousser à l'ouest. Donc, pousser à l'ouest, c'est menacer Dnipro, même si c'est à 180 km. C'est énorme. Mais peu importe, ça va
entraîner obligatoirement un redéploiement des forces ukrainiennes si elles ne l'ont pas déjà fait. Et à la limite, on peut se poser la question de Koursk. User des brigades formées loin du front principal, quand même le front principal étant le front en Ukraine, est-ce que c'était un bon choix militaire? Je pense que c'est un choix politique et pas un choix militaire. On va parler avec vous, merci de nous avoir rejoints de nouveau, Laura, de ce choix politique peut-être, de ce choix militaire, ces multiples contre-offensives ukrainiennes ce week-end à Koursk, des opérations d'ailleurs qui ont surpris les Russes. Depuis plusieurs semaines, ils étaient à l'action, à la reconquête de leur territoire, façon également, on l'a dit, peut-être pour Kiev de tenter de conserver une petite carte pour de futures négociations. En détail avec vous, Laura, qu'est-ce qui s'est passé à Koursk, dans cette région, ce week-end? En effet, Christophe, les forces de Kiev ont mené plusieurs assauts hier dans la région russe de Koursk, qu'ils occupent en partie depuis août dernier. Ils ont tenté d'avancer au nord de la ville de Soudja, dans la direction de cette localité de Berdine, que vous voyez ici sur ma carte. 3 vagues d'attaques auraient eu lieu, du matériel de guerre électronique, des véhicules blindés, et environ 2000 soldats ukrainiens seraient engagés dans l'opération. Région de Koursk, bonne nouvelle, la Russie reçoit ce qu'elle mérite, a commenté Andriy Yermak, le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, sur Telegram. Ce que l'on constate, vous allez le voir sur ma carte, c'est qu'en effet, les Ukrainiens ont repris un peu de terrain, voyez, en bleu plus foncé, par rapport à celui qui était en leur possession en date du 17 décembre dernier. Laura, on en a parlé de cette situation plutôt catastrophique pour les Ukrainiens sur le front ouest. Alors pourquoi sacrifier en tout cas des forces dans cette région? La réponse ne sera pas de moi, Christophe, mais de cet homme. Vous le reconnaissez, Anthony Blinken, qui est encore pour quelques semaines le secrétaire d'État américain. Il s'est exprimé depuis Séoul ce lundi, première étape de sa tournée d'adieu. On l'écoute. Leur position à Koursk est importante, car il s'agit certainement d'un élément à prendre en compte dans toute négociation qui pourrait avoir lieu au cours de l'année à venir. Je pense qu'elle sera très importante si l'on arrive à un point où il y a des négociations et où il y a finalement un cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu se fera dans les meilleures conditions possibles et dans le respect d'un processus à la fois juste et durable. Les choses sont claires, Magali, mais après on peut se poser la question, à quel prix? Au prix, en effet, de ce front qui, dans le Donbass, pour le coup, s'effrite. Parce qu'en fait, Zelensky a fait ce choix très politique d'envoyer ses meilleurs soldats, ses meilleures troupes à Koursk, justement pour envoyer ce signal politique. Mais c'est vrai que ça se fait au détriment des lignes défensives ukrainiennes. Mais le choix est là. Le choix de Zelensky, c'est celui-ci, c'est qu'il faut absolument montrer que l'Ukraine a encore les capacités de repasser à l'offensive. Pour ça qu'on est à 2 semaines de l'investiture et qu'on a de nouveau les troupes ukrainiennes qui repartent à l'assaut. Et c'est vraiment un message qui est envoyé aux Américains en disant « si vous nous armez, on aura les moyens de continuer et d'infliger des défaites à la Russie ». Donc on est vraiment dans un signal qui est extrêmement politique. Alors c'est ce que reconnaît Anthony Blinken, sauf que dans 15 jours, il ne sera plus là pour justement c'est sa tournée d'adieu à ces négociations. En revanche, pour Trump, en effet, le message va certainement être reçu. Et c'est d'ailleurs ce que dit Andriy Yermak, donc le chef de cabinet de Zelensky, en disant « les Américains n'aiment pas les losers ». Donc en fait, il faut leur montrer qu'on n'est pas des losers. C'est vraiment ça, en fait, le message de cette offensive de Koursk. Et à l'instant, Emmanuel Macron, qui, vous savez, est devant les ambassadeurs en train de faire son grand discours, dit à peu près la même chose. Dit, si on décide d'être faible et défaitiste, il y a peu de chances d'être respecté par les États-Unis d'Amérique du président Trump. C'est exactement l'analyse que font les Ukrainiens. Donc, ils repartent à l'assaut. Ils ont avancé manifestement de 2-3 kilomètres par rapport aux lignes de russes qui étaient déjà dans la région. Et c'est un message très politique, donc envoyé à la nouvelle administration américaine. Le président français, d'ailleurs, qui a dit qu'il n'y aurait pas de solution rapide en Ukraine, et en tout cas, il n'y aura pas de solution sans concertation avec les Ukrainiens. Ronald Alto, vous parliez de ces Nord-Coréens à l'instant. Eh bien, regardez ces images qu'on a pu trouver ce matin de soldats nord-coréens, des soldats nord-coréens d'ailleurs, qui tentent de se protéger, qui expulsent, regardez, les habitants russes de Koursk, tout simplement pour se mettre à l'abri ou tenter de se mettre à l'abri dans des habitations afin de se protéger des
drone, image assez exceptionnelle. Ronald Alto, peu importe le prix, c'est la question, mais est-ce que pour arriver peut-être moins faible à la table des négociations, on doit, quand on est l'Ukraine, sacrifier encore des hommes et du matériel? Je pense qu'ils n'ont pas le choix. Et moi, si vous voulez, l'invasion de l'oblast de Koursk par les Ukrainiens, j'ai trouvé que c'était, contrairement à ce que certains ont pu dire, je pense que c'était pas une mauvaise idée. C'est sûr qu'on dégarnit le front Est, mais dans la situation actuelle, l'Ukraine n'avait pas beaucoup d'autres choix. Et je trouve que c'est quand même le fait que le pays qui perd face à la Grande Russie soit capable d'occuper une partie du territoire russe. Pour moi, je l'ai toujours perçu comme étant une monnaie d'échange. Ça n'a pas vraiment, comme le général disait tout à l'heure, de qualité militaire intrinsèque. Le but, c'était pas pour tirer avec les attaques EMS à 300 km. Ça change pas grand-chose, je pense, d'être près de Koursk. Le but, c'est plutôt d'humilier Poutine, de montrer que même si l'Ukraine est certainement pas avantagée, les Ukrainiens sont encore capables d'occuper une partie de la Russie. Et puis ce qu'ils font en ce moment, ça compense aussi peut-être la perte de certains territoires dans le Donbass. Alors c'est vrai que c'est à contre-courant, en général. Peut-être pouvoir nous expliquer ça militairement, parce que depuis, vous disiez Magali, une quinzaine de jours, les Russes sont à l'offensive. Ils ont récupéré près de la moitié, ou en tout cas un gros 40% des terres qui avaient été conquises par Kiev. Et là, ce week-end, contre toute attente, les Ukrainiens repassent à l'offensive avec un certain nombre de succès d'ailleurs. Alors peut-être un premier point, une réflexion plus générale. Nous avons quand même la démonstration aujourd'hui que dans une guerre, le choix politique de sacrifier des hommes est un choix possible. Ce qui veut dire que nos dirigeants doivent être prêts à l'accepter pour les guerres futures. Et je ne suis pas certain que nos dirigeants d'aujourd'hui soient capables d'accepter des pertes importantes pour une victoire politique et pas forcément militaire. C'est une réflexion générale, mais je trouve qu'elle est importante parce que c'est ce que nous montre Zelensky aujourd'hui. Il est capable de prendre la décision, je suis prêt à sacrifier des hommes et du matériel pour avoir un gage politique, et je persiste. Sachant que c'est un manque crucial pour lui. Oui, il manque d'hommes et de matériel. C'est un choix politique. Ça veut dire qu'il a le courage de le faire. Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui nos dirigeants européens en particulier seraient capables de faire le même choix, puisqu'on compte à l'homme près, et que là, on ne compte plus à l'homme près. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, cette offensive, alors c'est quand même sur une bande de terrain qui fait en gros du 30 km sur 20, donc déjà, c'est pas énorme, ça fait à peu près 600 km² à peu près, et surtout le climat aujourd'hui est favorable à ce genre de raid blindé tel qu'on le voit sur les images. Pourquoi ? Le terrain est dur. Donc le blindé peut passer partout. Par rapport à d'autres zones, notamment dans le Donbass, il me semble que c'est plus humide et que le combat est beaucoup plus difficile, même pour les blindés. Voilà, donc il y a une opportunité. Maintenant, revenons aux chiffres. Ça veut dire que stratégiquement, les Ukrainiens sont pas mauvais. Ils savent se servir du terrain, des conditions météo, et surprendre les Russes quand il le faut. Alors justement, le mot surprendre est important. Comment se fait-il que les Russes n'aient pas été capables de déceler, je dirais, le déploiement potentiel de 2000 hommes, donc en gros une petite brigade, et de ne pas être capable de s'y opposer. Ça prouve qu'il y a une faiblesse de l'autre côté. Peut-être que des frappes précédentes qui ont eu lieu par attaque MS et autres ont désorganisé la structure de commandement. Ensuite, on évoque beaucoup la guerre électronique qui a peut-être été très efficace pour finalement leurrer l'adversaire dans ses acquisitions du renseignement. Et puis je reviens pour ces 2000 hommes. Ces 2000 hommes, une brigade, bon, c'est pas énorme, c'est pas ça qui va changer le cours de la guerre, donc on est bien sur le combat politique et non pas militaire. Et la question qu'on pourrait évoquer, est-ce que c'est une diversion ou pas ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe ailleurs pour déployer d'autres brigades, pour pousser ailleurs ? Toujours dans ce front-là ou ailleurs ? Moi, je penserais pour cette région-là, mais à condition, parce que moi, je constate quand même que les Russes n'ont pas vu les Ukrainiens se préparer et donc anticiper l'attaque. Donc, s'ils sont aveugles en termes de renseignements sur le champ de bataille, rien n'exclut finalement que, profitant de l'opportunité, peut-être que les Ukrainiens auraient la tentation, c'est un peu dans leur tempérament, d'aller taquiner, je dirais, les Russes ailleurs sur leur territoire pour montrer, revenant au discours, montrer qu'ils ne sont pas des losers, que ce sont des gagneurs et que finalement c'est un message qui peut porter auprès de Trump. Justement, on va en parler de... Oui, juste un point, pardon de vous interrompre, mais ce qui est dramatique, c'est la taille des brigades ukrainiennes. Le général parlait de 2000 hommes. 2000 hommes, c'est plutôt un régiment... c'est moitié, 50% d'une brigade, voilà. Oui. Moi, j'étais militaire au Canada. La brigade où j'étais, c'est une brigade francophone, près de Québec. C'est 5000 soldats à peu près. Nous aussi. 5500 soldats. Des brigades de 2000 soldats, c'est minuscule.
Mais malgré tout, ils ont réussi, si je comprends bien, à lancer cette contre-attaque et à surprendre les Russes. Et ce que disait le général, et ce qui est intéressant, et les Nord-Coréens. Et les Nord-Coréens, bien évidemment, puisqu'on a vu ces images absolument incroyables où vous avez des Nord-Coréens qui chassent les Russes de leur maison, de leur territoire, pour essayer de se protéger dans les habitations des drones lancés par les Ukrainiens. On va en parler des négociations, je ne sais pas, mais en tout cas de Donald Trump. Difficile, bien évidemment, d'affirmer que l'Ukraine, aujourd'hui, ne traverse pas une page difficile dans cette guerre sur le terrain, bien évidemment. Déficit d'armes, de matériel, de soldats, mais aussi, depuis quelques semaines, il faut bien le dire, pour Volodymyr Zelensky, face à des pressions militaires, des pressions politiques, remise en cause de ses choix stratégiques, de ses choix militaires. Du coup, le président ukrainien se tourne vers ses alliés et le principal de ses alliés s'appelle désormais, depuis une certaine élection présidentielle, Donald Trump. On a même le sentiment d'ailleurs qu'il joue sa survie et ne sait plus comment s'attirer les bonnes grâces du nouveau président américain. Dernière opération de séduction en date, c'était hier soir, diffusion d'une très longue interview enregistrée il y a quelques jours à Kiev. On va écouter le président ukrainien. We sit down. Nous nous asseyons. D'abord avec Trump. Nous nous mettons d'accord avec lui sur la manière de mettre fin à la guerre, d'arrêter Poutine. Stop Putin. It is important for us to sit down. Il est important pour nous de nous asseoir avec lui. Trump et moi parviendrons à un accord et ensuite nous pourrons parler aux Russes. We can talk to the Russians. Trump et moi, on va discuter et après on imposera nos choix à Vladimir Poutine. Alors il y a d'autres séquences, on va les découvrir, vous allez voir, il y a une vraie opération de séduction de Donald Trump. Il y a quand même une réalité, Magali. Ça, c'est le scénario rêvé dont rêve Volodymyr Zelensky. Après, est-ce que c'est vraiment comme ça que Trump envisage les choses, c'est-à-dire de se mettre vraiment d'accord juste avec Zelensky et ensuite d'aller voir Poutine? Dans l'esprit de Donald Trump, il y avait l'idée de quand même de mettre tout le monde autour de la table. Deux, trois précisions. L'émissaire de Donald Trump, le général qui est en charge du dossier ukrainien, sera à Kiev à la fin du mois de janvier. Donc il y a quand même une volonté de sonder les intentions et les besoins de l'Ukraine. Mais il est certain que Volodymyr Zelensky, maintenant, n'a plus le choix de toute manière. Il n'y en a plus que pour Donald Trump. Il a bien vu de toute manière qu'avec l'administration Biden, il ne cesse de le regretter, mais les armes sont arrivées trop tard, il y a eu trop de réticences et donc aujourd'hui il a perdu trop de temps. Il veut croire au fameux slogan de Trump, la paix par la force. Donc aujourd'hui, c'est vrai que dans cette interview extrêmement longue, c'est 3 heures de podcast avec ce Russe d'origine ukrainienne, qui est extrêmement connu aux États-Unis, eh bien c'est vrai que c'est un concert de flatterie aussi vis-à-vis de Trump, même d'Elon Musk. Il y en a une qu'on vous garde pour quelques temps, on va en parler d'ailleurs de Musk, parce que là c'est vraiment tous azimuts. Mais c'est vrai qu'il y a une volonté de maintenant il y a tous les espoirs des Ukrainiens en fait reposent aujourd'hui sur Trump. Leur espoir, c'est que Trump ne lâche pas et continue de financer cette guerre, mais il est certain, et Zelensky le sait, qu'il va falloir aussi donner des gages. L'inquiétude des Ukrainiens, c'est finalement que Trump n'arrive pas aussi à ramener Poutine à la table des négociations. Ça aussi, c'est un véritable enjeu pour Donald Trump qui disait « je vais tout régler en 24 heures ». Il voit quand même que c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ce qu'il avait. Ronald Lato, c'est une éventualité que Trump ne puisse pas ramener Poutine à la raison. C'est possible. Surtout que c'est 2 personnalités qui, à mon avis, se ressemblent un peu. C'est 2 machos qui ne veulent pas perdre la face. Donc oui, tout est possible. Avec Trump, ce qui est un peu déroutant, c'est qu'on ne sait absolument pas qu'est-ce qu'il fera. Et je me souviens toujours de Samantha de Bendern qui disait ici sur vos plateaux, si quelqu'un sait ce que Trump fera, ben écoutez, présentez-moi cette personne parce que moi, j'en ai aucune idée. Et donc, mais c'est possible. Et puis, il y a de plus en plus de messages du côté russe qui semblent indiquer qu'ils sont moins excités qu'ils l'étaient à l'égard de la future administration Trump. Au début, je pense que les Russes croyaient que tout allait se passer rapidement. Oui, c'est un ami avec lequel on allait discuter. Voilà. Et là, c'est finalement... D'ailleurs...
je crois que c'est vendredi où, dans une autre déclaration, Volodymyr Zelensky a mis le doigt où ça fait mal en parlant de l'imprévisible Donald Trump, imprévisible pour tout le monde, y compris pour Poutine. Mais c'est un atout en réalité, parce que le fait que Poutine ne sache pas finalement quels sont véritablement les plans de Trump, cette imprévisibilité, ça rend la négociation bien plus ouverte. C'est la fameuse théorie du fou. Avec Trump, on ne sait pas ce qui va se passer. Et ça, c'est quelque chose qui va peser dans la négociation, de ne pas savoir quelles sont les cartes qu'il a envie d'abattre. Alors, mais Sylvia, Volodymyr Zelensky fait aussi de la politique, donc c'est tous azimuts que le président ukrainien tire ses alliés par la manche, même, alors, on va en parler dans quelques instants avec vous, même ses ennemis d'ailleurs, mais on va commencer par les alliés. Oui, effectivement, opération séduction tous azimuts, vous le disiez, envers le futur président américain. Il lui met la pression pour résoudre ce conflit en faisant son éloge, en vantant son influence auprès des autres dirigeants européens qui lui demandent comment ça s'est passé quand il l'a vu ou quand il l'a eu au téléphone. Regardez ce qu'il dit. Cela n'est jamais arrivé auparavant avec un président américain. De ma propre expérience, cela vous rend confiant qu'il puisse mettre fin à cette guerre. Notre peuple compte sur lui, ajoute-t-il. Et puis surtout, il s'adresse aussi aux électeurs de Trump, par exemple, quand il propose d'acheter des armes à la nouvelle administration avec des avoirs gelés russes. Les républicains le disent maintenant depuis très longtemps. La politique du chèque blanc pour les Ukrainiens, c'est terminé. Ce serait donc un accord gagnant-gagnant. L'Ukraine s'engage à acheter toutes ses armes aux États-Unis avec cet argent des avoirs. Regardez ce que dit également Zelensky. Ce sera très bon pour votre industrie, pour les États-Unis. Nous y mettrons de l'argent russe, pas ukrainien, pas européen. Des actifs russes, ils doivent payer pour cela. Il en profite aussi pour passer de la pommade à Elon Musk. Vous savez, il le respecte. C'est un grand leader de l'innovation dans le monde, dit-il. Il aimerait d'ailleurs qu'il soit de leur côté et il l'invite en Ukraine. Alors, il y en a un autre aussi. On parlait d'amis, bien évidemment. D'ennemis. Loukachenko. Alors là, on n'a pas bien compris. Effectivement, et selon le président Zelensky, il l'a eu au téléphone quelques jours après le début de la guerre. Et voici ce qu'il lui aurait dit suite à des missiles lancés sur son pays. Regardez. Il a dit que ce n'était pas lui qui avait lancé les missiles. Ce sont ses paroles. J'ai des témoins. Il m'a dit qu'il s'excusait et que Volodya, ce n'était pas lui. Ce n'est pas moi qui commande, m'a-t-il dit. Ce ne sont que des missiles. Il m'a répondu, vous devez comprendre que vous ne pouvez pas combattre les Russes. Voilà, intéressante anecdote de la part du président Zelensky. Loukachenko, c'est vrai qu'il y a toujours eu une position d'équilibriste dans ce conflit. Il n'y prend pas part directement, mais il accueille les combattants Wagner après le coup d'État raté, les armes nucléaires tactiques sur son territoire. Il a même demandé au président russe, début décembre, de déployer des systèmes de missiles Oreshnik sur effectivement son territoire, jusqu'à 10 systèmes d'ailleurs qui seraient déployés. Loukachenko qui a besoin de Poutine, alors que, vous le savez Christophe, il va briguer un 7e mandat le 26 janvier prochain. Merci beaucoup. Très intéressant, Sylvia. Loukachenko, bien évidemment, qui est aussi très bien reçu quand il va à Pékin. Voilà, c'est l'autre allié, c'est l'autre jambe du président biélorusse. Votre sentiment sur cette interview et au-delà sur ce besoin de Volodymyr Zelensky, et puis peut-être que dans ce schéma des alliés ou des pressions des alliés de l'Ukraine, on peut en parler dans un instant bien sûr, rajouter cette déclaration à l'instant du président français lors de cette conférence devant les ambassadeurs. Il demande à Kiev un discours réaliste sur la question territoriale lors de négociations. C'est un point intéressant. Général. C'est plutôt intéressant. C'est bien la première fois que je crois que le président Macron se dise cela effectivement d'une manière aussi précise. Donc c'est une information importante. Maintenant, sur ce qui a été dit par le président Zelensky, moi je retiens qu'une seule chose qui, à mon avis, pourrait énerver quand même. Alors d'abord, j'avais déjà dit à plusieurs reprises que le jour où Trump et Zelensky feraient affaire, ça serait effectivement sur qu'est-ce que vous m'achetez pour que je sois avec vous. Bon, donc c'est l'aspect commercial de Trump. Bien. Maintenant, ce que j'entends quand même, ou ce que je lis, c'est que l'Ukraine serait prête à acheter de l'armement américain alors qu'elle veut entrer dans l'Union européenne. Ça m'agacerait vraiment, très honnêtement. Je me dis, il faut être sérieux quand même. Mais là, vous avez remarqué, Général, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, que face à Trump, les Européens ont un petit peu disparu
de la sphère ukrainienne. Voilà, donc moi j'en tirerai une conclusion. Si on continue à défendre et à protéger un allié qui ne va pas en être un, qui va être complètement inféodé aux États-Unis et que c'est quelqu'un qui va rejoindre l'Union européenne un jour ou l'autre, je dirais quand même, dans l'absolu, suite à ces déclarations, j'aurais une certaine colère et j'aurais une tendance peut-être à moins aider l'Ukraine qui s'engage dans une voie qui n'est pas très européenne. Maintenant, je comprends que quand on est pris à la gorge, on fasse tout ce qu'il faut pour essayer de changer les choses. Donc on verra après que Trump soit aux affaires, arrivé aux affaires en janvier, si le discours va changer. Mais pour l'instant, ce qui a été dit là, qui est donc à destination interne, si je me souviens bien, j'avoue que ça pourrait quand même inciter quelques chancelleries à réagir. Magali, votre sentiment sur cet amour tous azimuts de Volodymyr Zelensky pour ses alliés? Il se sent pris à la gorge et en effet, il se dit qu'il n'a pas le choix. Là, en plus, il parle à un public qui est très américain. On est vraiment sur un podcast d'un influenceur sur l'intelligence artificielle qui est très écouté aux États-Unis. Et puis, il faut dire aussi que il a eu des conseils, Zelensky, de la part notamment de républicains qui sont pour justement continuer à aider l'Ukraine et que notamment ces sénateurs républicains lui ont conseillé à Zelensky, dans sa façon de négocier avec Trump, de bien lui dire ce que les États-Unis pourraient gagner de continuer à financer l'Ukraine. Et on sent là, dans cette réponse, moi je trouve qu'il a suivi ses conseils et d'une certaine façon, il fait passer le message, et c'est ce qu'il dira à Donald Trump, c'est vous avez tout intérêt aussi à nous soutenir parce que nous, on achètera américain et on fera tourner vos usines sur le sol américain. C'est une façon, en effet, d'essayer de trouver des arguments dans cette opération séduction. Alors,